Allô, c'est Andrea. Bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Aujourd'hui, et oui, c'était un live pas prévu, hein. J'avais dit la dernière fois qu'on se retrouverait seulement le 26 août, mais on se retrouve maintenant le 19 août pour parler du régime d'autorisation par rapport à l'IEF, l'instruction en famille en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'on parle du régime d'autorisation? Est-ce que c'est encore en vigueur? Quand est-ce que ça va rentrer en vigueur? Là, je vais amener beaucoup plus de précision que la dernière fois, j'ai fait une vidéo très, très brève aussi sur le sujet. Mais là, c'est vraiment une vidéo beaucoup plus précis. Chose à mentionner avant que j'aille plus loin. Je demanderais à tout le monde de faire attention à leurs commentaires. Je sais que c'est un gros problème dans la société d'aujourd'hui. C'est tellement facile derrière un clavier et derrière un écran aller écrire quelque chose, mais il y en a beaucoup qui ont travaillé fort dans cette bataille-là avant que le Conseil constitutionnel prenne leur décision. Même moi, je ne croyais pas du tout que ça serait voté parce qu'il y avait eu quand même plusieurs étapes. Ça fait longtemps qu'il y a plusieurs personnes qui suivent ces étapes-là, mais moi aussi, j'essaie de comprendre aussi, hein. C'est quand même assez compliqué toutes les étapes là-bas en France. Et il y avait déjà une autre étape qu'on pensait que ça serait refusé, qu'on laisserait tomber, mais rendu là, on était pas mal certains, plusieurs personnes, que ça serait refusé, que ça ne serait pas voté. Mais bon, ça a été voté en faveur de la loi séparatiste pour rendre l'instruction à domicile maintenant sous régime d'autorisation et de dérogation. Mais c'est pas de la faute des associations. Il faut vraiment pas tous ceux qui ont écrit des commentaires contre les associations, je dirais que c'est assez même déplacé parce que les associations, ils ont travaillé vraiment fort pour essayer de faire valoir leurs droits, de mettre leur point de vue sur la table, mais ils n'ont pas arrêté, ils n'arrêteront pas. Et en passant, ces personnes-là sont aussi touchées que toi, que moi, que n'importe qui par rapport à ça, parce qu'à quelque part, ça nous touche un peu tous, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce justement que des dirigeants peuvent soit restreindre l'instruction à domicile ou la rendre illégale, quoique je dirais on n'aurait jamais pensé qu'on serait allé jusque-là, parce que selon les droits universels de l'homme, c'est bien mentionné qu'on a le choix de l'éducation de notre enfant. Alors, aller au-delà d'une loi universelle, c'est quand même assez extraordinaire la situation qui est là présentement, mais elle affecte tout le monde. Alors, les associations ont travaillé fort, continuent de travailler fort et même je vais en reparler d'ici la fin du live, mais moi, j'invite beaucoup les gens à continuer de faire affaire avec leurs associations, de rester en contact et de les soutenir. Parce qu'il faut faire attention, hein, c'est ce qui se passe d'ailleurs même à l'échelle planétaire, pas juste par rapport à l'instruction en famille, on le voit par rapport aussi à la pandémie. Les gens se divisent énormément. Mais c'est beaucoup plus facile de régner lorsque les gens sont divisés que lorsque les gens sont unis. Il faut penser à ça aussi. Alors, il faut faire attention à s'unir, à se soutenir, même si on a des opinions différentes. OK? Parce que ça, c'est bien important. Et ça, je prends tout le temps l'analogie du 6, parce que présentement, je pourrais dessiner un 6 et moi, je vois un 6, mais peut-être que toi, de l'autre côté, tu verrais un 9. Qui a tort, qui a raison? Mais en fait, c'est tout le monde. On a tous raison, on a tous tort parce qu'on n'a pas la même perception de la même chose et pourtant, tous les deux, à quelque part, on a raison. Donc, ce qui est important, c'est surtout de dire, y a-t-il une façon qu'on puisse vivre tout le monde ensemble, même si on n'a pas la même opinion? Et c'est ça qui est un peu dommage en ce moment parce que, bon, les dirigeants ont une façon de penser, bon, c'est leur façon à eux, c'est pas la mienne, mais peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement tort, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est leur façon à eux. Moi, j'ai ma façon de penser aussi sur l'instruction en famille, mais ça aurait été intéressant qu'on trouve une façon de faire, qu'on puisse tout le monde vivre ensemble sans nécessairement tomber sur un régime d'autorisation de dérogation. Et d'ailleurs, il faut savoir quand même, en France, hein, il y avait déjà des inspecteurs, des contrôles, c'était déjà quand même très, très réglementé l'instruction en famille. Ce qui était, tant qu'à moi, le compromis pour qu'on puisse tout le monde vivre ensemble en s'accordant chacun une liberté de penser. Mais bon, on va aller ensemble plus en détail par rapport vraiment à le régime d'autorisation. J'invite les gens à faire attention à leurs commentaires. Même moi, quand j'ai fait la dernière petite mise à jour sur l'IEF, sur mes réseaux sociaux,
Bon, il y en a assez vite, il y en a une qui a dit: «Hey, fais attention, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux». Il faut faire attention, là. Moi, j'ai suivi ça toute la journée. J'ai un décalage d'ailleurs de 6 heures, soit dit en passant, avec la France et bien sûr que je me suis basée sur un document. Ce que j'ai mentionné, c'était écrit noir sur blanc, là, sur un document. Alors, c'était des faits qui ont sorti à un moment donné dans l'actualité et bon, bien sûr, après ça, il y a eu d'autres faits qui se sont ajustés. Le même document, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, avait ajusté d'ailleurs ces informations. Mais là, je ne ferai pas des vidéos à chaque jour quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un live, que là, je vais en parler beaucoup plus en détail mais il faut que tu tiennes compte au moment que tu vas écouter, visionner cette vidéo-là, que c'est selon les renseignements que j'ai à l'heure actuelle du 19 août 2021. Donc, peut-être qu'en septembre, il y aura d'autres informations qui vont sortir, octobre, décembre, etc. Mais là, dans le mois d'août, c'est ça, les informations actuelles par rapport à la situation du régime d'autorisation. Donc, on va aller ensemble parce que j'ai fait un PowerPoint pour être certaine que tout le monde voit les mêmes éléments que moi parce que plusieurs éléments juridiques aussi qui rentrent en ligne de compte pour être sûr que tout le monde comprenne bien la situation par rapport au régime d'autorisation. Alors, le régime d'autorisation, suite aux décisions du Conseil du 13 août 2021. Que s'est-il passé cette journée-là? Le Conseil constitutionnel a voté en faveur de la loi séparatiste avec son article 49, qu'on a aussi vu l'article 21 dans certains documents, parce qu'à un moment donné, dans les étapes, il y a eu une transformation. L'article 21 s'était transformé avec l'article 49, mais il y en a encore qui parlent de l'article 21, donc je mentionne ces deux articles-là. Pour rendre l'école à la maison sous régime d'autorisation et de dérogation. Attention, attention, attention ici à faire. Bien attention, la loi elle a été votée le 13 août, mais elle n'a pas été promulguée. Alors, tous ceux qui ont paniqué en disant que là, cette année, l'éducation à domicile est rendue sous régime d'autorisation, c'est faux. Elle a été votée, mais elle n'a pas été promulguée. Il n'y a pas eu d'acte par lequel la loi est déclarée officiellement en l'insérant dans un ordre juridique. Ça ne s'est pas produit en même temps cette journée-là. Ça veut dire que pour cette année, pour l'année 2021-2022, comme la loi n'est pas encore promulguée, la loi actuelle reste en application. Ça signifie que pour l'année 2021-2022, pour cette année, c'est encore le régime de déclaration qui est en vigueur. Vous n'avez pas à justifier votre choix pédagogique. On continue les mêmes étapes qu'on faisait comme avant par rapport à l'école à la maison. Il n'y a rien de nouveau. Et l'article L 131-1 mentionne quand même au niveau du Code d'éducation que c'est à partir de l'âge de 3 ans que c'est obligatoire la scolarisation jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, c'est sûr que j'ai vu même passer une demande de quelqu'un dire est-ce que c'est possible d'inscrire mon enfant tout de suite que 2 ans pour être certaine que je puisse faire l'école à la maison pour quelques années encore. Et ça, je vais revenir pourquoi. Non, c'est pas possible. C'est vraiment à partir de l'âge de 3 ans, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir toutes les étapes de contrôle qui vont être faites aussi à l'enfant. Donc, ce n'est pas toujours quand même très intéressant. 2 ans, c'est très, très jeune. Déjà que 3 ans, là, je le dis, c'est mon opinion personnelle, là, mais c'est quand même très, très jeune pour dire que la scolarisation est obligatoire. Donc, qu'en est-il toujours pour cette année 2021-2022 pour les enfants qui sont instruits en famille, que là, on va vraiment les inscrire, dire oui, on prend le régime déclaratif cette année, ils ont entre 3 ans et 16 ans, je les inscris pour faire l'instruction en famille pour 2021-2022. Si ces familles-là obtiennent un contrôle positif, les familles n'auront pas de demande d'autorisation à faire avant 3 ans, avant l'année 2024-2025. Ça veut dire que le régime d'autorisation va être appliqué uniquement dans ce contexte-là pour la rentrée 2024. Et ça, c'est uniquement dans le contexte, c'est un peu comme j'avais dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo, que là, on avait la paix pour 3 ans, mais on a la paix uniquement si notre enfant fait cette année l'instruction en famille pour l'année 2021-2022 et si le contrôle est positif. Ça veut dire que pour mon enfant qui a 2 ans, bon, on a vu, il ne peut pas être inscrit cette année pour l'instruction en famille, mais ça veut dire que si la loi est promulguée, et attention, j'ai bien mis le si ici en gras, elle n'est pas promulguée. Est-ce qu'il pourrait avoir un revirement de situation à la fin avant qu'elle soit promulguée? C'est possible, je vais en parler à la fin.
Alors, si la loi est promulguée, ces dispositions, donc le régime d'autorisation et de dérogation, seront effectives pour la rentrée 2022. Alors, c'est sûr que si mon enfant a 2 ans, c'est pour ça que cette année, on ne peut pas plus l'inscrire, mais ça veut dire que l'autre année, pour la rentrée 2022, là, on tombe sous le régime d'autorisation et de dérogation si la loi est promulguée. Mais qu'est-ce qui va justifier justement une autorisation, une dérogation? Bon, selon le document de 21 pages quand même de la décision du Conseil constitutionnel, il y avait un beau paragraphe qui disait que, bon, il y avait des dispositions contestées, qu'on pouvait faire l'IEF pour certaines raisons. Mais on ne doit pas invoquer d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cette autorisation va être accordée en raison de l'état de santé de l'enfant ou de son handicap, soit en raison de la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, soit en raison de l'itinérance de la famille en France ou de l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Elle prévoit également que cette autorisation est accordée en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Tu sais, déjà, cette phrase-là, moi, je la trouve très, très vague. C'est quoi juste l'existence propre d'une situation, l'existence d'une situation propre à l'enfant? C'est pas très mentionné. Et même à ça, les autres éléments, il n'y a pas plus de détails que ça. Là. Ils ne disent pas juste qu'est-ce qu'il y en est par rapport à l'handicap, par rapport à l'état de santé, qu'est-ce qui justifie vraiment ça. Par contre, moi, j'ai fait un lien entre ces raisons-là et les conditions d'obtention pour obtenir le CND réglementé gratuit. On peut voir que les conditions sont quasiment les mêmes. L'éloignement géographique d'un établissement scolaire, l'itinérance des parents, problèmes de santé, problèmes éducatifs particuliers, en particulier un handicap, pratique intensive d'activités sportives ou artistiques. On voit, hein, il y a vraiment un lien à faire ici. Ça veut dire que, et pour le CND libre, payant, attention, les enfants vont être inscrits, les enfants inscrits sont considérés comme instruits en famille. Donc, ça veut dire que pour cette année, c'est le régime déclaratif pour le CND libre. Si le contrôle est positif, bon, on peut poursuivre ce mode de vie pendant 3 ans. Sinon, on tombe avec le régime d'autorisation à partir de l'année scolaire 2022-2023 si la loi est promulguée. Et pour revenir aux critères que j'avais dit précédemment, alors ceux-là ici qu'on pouvait faire un lien par rapport au CNED qui est réglementé, donc c'est des critères qui sont vraiment semblables aux critères qui autorisent, qui est maintenant sous le régime d'autorisation. Bien là, je suis allée voir un petit peu plus en détail, essayer de trouver une définition de ces critères-là du CNED pour voir quelle définition le régime d'autorisation pourrait en donner. Alors, ce qui a été trouvé ici, pour avoir un petit peu plus de précision, ça a été trouvé sur le ministère de l'Éducation nationale, une réponse du ministère qui a été publiée dans le JO du Sénat en 2021, qui disait conformément aux dispositions de l'article, bon, ici il y a un article du Code de l'éducation, ce qui est vraiment intéressant, c'est où est-ce que j'ai mis de la couleur, mais ça dit ici que par rapport au lien qu'on disait au niveau de problèmes de santé et d'handicap, qu'il y a des soins médicaux dans la famille qui ne permettent pas la fréquentation d'un établissement scolaire. Une situation de handicap dûment reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le CDAPH. Dans le cadre du parcours de formation des activités sportives pratiquées dans le cadre d'une filière d'accession au haut niveau et non conciliable avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement, des activités artistiques intensives, la même chose, non conciliable avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement. L'itinérance des parents professionnels, ça aussi, j'ai vu ça comme débat. Oui, mais est-ce que l'itinérance, c'est juste pour professionnels? Ici, ça vient vraiment du ministère, c'est écrit l'itinérance pour des raisons professionnelles et les enfants issus des familles itinérantes, là, ce n'est pas précisé professionnel, et de voyageurs. L'éloignement géographique d'un établissement scolaire pour un élève résident en France. Alors, c'est ce qui est défini ici dans l'article du Code de l'éducation. Bref, c'est les seules précisions que j'ai réussi à trouver un peu plus par rapport à ces éléments-là. Ce qui m'amène à faire un lien. Et là, attention, c'est moi qui fais le lien, ça n'a pas été mentionné nulle part. Mais si on fait un lien, qu'on voudrait avoir un peu plus de définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'état de santé d'un enfant qui a un handicap? Si on se base déjà sur les conditions réglementées pour le CNED gratuit,
C'est des soins médicaux dans la famille qui ne permettent pas la fréquentation d'un établissement scolaire, une situation de handicap dûment reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et là, si on fait la même chose par rapport aux pratiques sportives ou artistiques, ça veut dire qu'il faut que ce soit quand même pratiqué dans le cadre d'une filière d'accession au haut niveau et non conciliable avec une scolarité complète dans une école ou un établissement d'enseignement. Et si on fait le lien pour l'itinérance de la famille en France, c'était marqué ici, réponse du ministère, là, sont concernés les enfants dont les parents sont en itinérance pour des raisons professionnelles et les enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Pour l'éloignement géographique, il n'y avait rien mentionné, je dirais, qui détaille au juste c'est quoi l'éloignement géographique. De ce que j'ai pu trouver dans les meilleurs documents, un document du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'ils vont calculer un indice à partir de plusieurs éléments. Et ici, il parlait ici de l'éloignement des collèges qui peut être approché de manière continue à l'aide d'un indicateur synthétique qui tient compte pour un établissement donné du profil de la commune de résidence, des élèves, de l'offre scolaire alentour, ainsi que de l'offre culturelle et sportive. Donc, c'est comme s'il y a plusieurs éléments qui sont tenus en compte. Et au niveau de l'Académie de Grenoble, c'était même écrit que cet éloignement sera notamment apprécié au regard de la durée moyenne du transport scolaire constaté dans le département. Alors ça, c'est assez vague, cet élément-là, jusqu'à présent. Et on s'entend, tous ceux qui demandent des renseignements plus en détail, c'est assez difficile de les donner. J'ai même vérifié auprès de ma partenaire en France et elle l'a dit, c'est un peu dur de dire au juste en quoi consistent leurs éléments quand ça n'a pas été encore promulgué. Alors, c'est sûr qu'il manque encore des détails dans l'application de la loi. Mais si on fait un lien, on peut avoir quand même une petite idée vers quoi peut-être ils s'en vont. La seule chose ici, l'itinérance de la famille. Moi, j'ai lu plusieurs documents et c'est assez vague. Dans le sens que, est-ce que je peux voyager avec mes enfants? Il y a même d'autres documents qui précisent ici que les enfants de familles itinérantes et de voyageurs correspondent à un large public. C'est qui ou juste ces personnes-là? Ce n'est pas très mentionné, un large public. Et là, après ça, on continue encore avec issus de familles itinérantes, familles sédentaires qui ont mode de relations discontinues avec l'école. Alors, on ne peut pas aller à l'école en continu. Alors, c'est sûr que est-ce qu'on peut voyager avec nos enfants à partir de la France? Ça s'appliquerait dans cette condition-là de ce qu'on peut voir. Mais il y a un autre document, c'est drôle hein, parce que des fois, ça arrive souvent quand même en France. J'ai validé, c'est ça, avec ma partenaire qui en connaît très long au niveau juridique par rapport à l'IEF. Et elle a dit, c'est ça, il y a une contradiction parce que moi, je lui ai dit, ben moi, c'est drôle, je vois une contradiction qui dit dans un autre document d'Éducasa sur les repères sur la scolarisation des enfants de familles itinérantes et voyageurs. Conformément au Code de l'éducation aux engagements internationaux de la France, les enfants de familles itinérantes et de voyageurs sont, comme tous les autres enfants de deux sexes âgés de 6 à 16 ans, présents sur le territoire national. C'est comme si à ce moment-là, finalement, ça veut dire que si on habite en France et qu'on veut aller voyager en Amérique du Nord avec nos enfants plus de 3 mois, c'est comme si on peut pas, il n'y a rien dans la loi qui dit qu'on peut, c'est un peu étrange. Pourtant, si on lit l'autre paragraphe d'avant, oui, on pourrait. Alors, c'est comme si ici, on parle uniquement des voyageurs étrangers qui viennent en France, des familles itinérantes qui viennent en France pour le travail, mais il n'y a rien qui dit quelque chose par rapport que si vraiment on est français, là, on va aller voyager. C'est un peu drôle quand même. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses à faire ici quand même à ce niveau-là. Moi, de ce que je sais au niveau des voyages, normalement, c'est à partir de 3 mois et 1 jour qu'on n'est plus sous la responsabilité de notre pays, mais de l'autre pays qu'on voyage, excepté dans certains pays comme la Belgique, entre autres. Pour la France, ce n'est pas précisé encore. Ils n'ont pas dit encore au niveau du régime d'autorisation vers quoi ils vont rentrer ça à ce moment-là comme critère. Normalement, ça rentrait dans un critère d'itinérance de voyage, pas vraiment dans un critère d'éloignement géographique. Mais à ce moment-là, ça va être à voir, comme j'ai dit, vers quoi ils s'enlignent parce qu'il n'y a rien encore qui a été promulgué, donc il n'y a rien encore qui est précisé. Et message d'Isabelle Boivin, qui est ma partenaire en France ici, qui a la page Facebook et le site Internet L'enfance en confiance. Il y a un message qu'elle voulait vous dire parce que, bon, elle ne pouvait pas être présente pour le live d'aujourd'hui, mais sinon, elle aurait été présente, bien sûr, pour en parler avec moi.
Et elle disait de ne pas paniquer et de rester calme malgré la décision du Conseil constitutionnel. Ça serait la première chose quand même à faire tout le monde pour rester en confiance peut-être avec la suite. Dans le sens que, comme elle disait, et elle trouve ça vraiment important, elle me le dit, elle dit vraiment, il faut que tu leur fasses comprendre que la loi n'est pas encore promulguée et il y a des causes qui ont connu quand même un revirement de situation à la dernière minute. Alors, c'est possible qu'à la dernière minute, oui, il y ait un revirement de situation. En mai, il y aura aussi des nouvelles élections. Elle voulait le mentionner parce que, comme elle a dit, un nouveau président pourrait tout changer. Alors, c'est sûr que si le président actuel est réélu, on s'entend qu'on connaît déjà son opinion par rapport à l'IEF et on sait vers quoi, bon, il s'en va avec son régime d'autorisation. Alors, c'est sûr que les éléments vont continuer, vont se poursuivre et qu'il va promulguer la loi. Par contre, si en mai, il y a un nouveau président qui rentre, peut-être que la loi ne sera pas promulguée. On ne sait jamais, ça peut changer. Alors, c'est pour ça qu'elle disait, c'est très important de garder contact avec ces associations et de les soutenir. Et il faut continuer de défendre la liberté éducative et de s'unir, c'est très, très important. Et moi, mon message, dans toutes les guerres, les victimes sont les enfants. Moi, c'est ce que je trouve le plus dommage dans toute cette histoire-là. C'est sûr que c'est un peu une guerre, bon, on va dire, de hiérarchie, que le gouvernement décide de dire, moi, je veux un peu plus bon, de contrôle, un peu plus que tout le monde va suivre le même chemin, ce que je pense qui est le meilleur pour la société, etc. Mais à travers tout ça, dans ces guerres-là, même si d'autres vont débattre de la liberté éducative, les vraies victimes, c'est les enfants. Les enfants qui, eux autres, encore une fois, se font enlever de la liberté, les enfants qui étaient super bien adaptés dans leur mode de vie et là vont devoir changer complètement de mode de vie. Ça, on n'y pense pas non plus. Et justement, moi, ce que je dis souvent, c'est que le bien-être des enfants est primordial. C'est ça qu'on devrait tenir compte dans l'éducation. Le bien-être doit être au cœur de l'éducation, de nos choix éducatifs. Et on sous-estime beaucoup trop la santé mentale, dans le sens qu'on le voit déjà actuellement, pour avoir le CNED réglementé, lorsqu'on invoque la phobie scolaire, c'est souvent rejeté parce qu'on sous-estime énormément la santé mentale. Et c'est dommage parce que plus on va faire attention à la santé mentale des enfants, plus ça va faire à ce moment-là des enfants qui vont mieux se construire et des adultes beaucoup plus solides et beaucoup plus, je dirais, heureux, beaucoup plus fonctionnels dans la société. Alors, c'est sûr qu'on impacte à quelque part la société quand on ne tient pas compte de la santé mentale des enfants. Et l'avenir des enfants, c'est la cause à tous. Alors, pour ceux qui disent, moi, ça ne me concerne pas parce que je ne fais pas l'IEF, moi, ça ne me concerne pas du tout l'école à la maison, ben moi, j'ai à dire qu'on ne sait jamais quand la vie va nous amener à prendre une autre direction, un autre chemin pédagogique. Moi, à la base, j'étais enseignante dans les écoles, je n'avais pas prévu comme tel que je ferais l'instruction en famille. C'est vraiment la vie qui m'a vraiment amenée à prendre une autre direction. Alors, la naissance de mon garçon Baby, les problèmes de ma santé de la deuxième et là, je dirais même ma troisième, je ne la vois pas fonctionner du tout à l'école. Trouble d'adaptation, trouble de l'information sensorielle, mais là, on va dire quoi? Que là, c'est pas assez justifiant, c'est pas assez comme problème, bon, c'est pas un handicap, mais elle ne fonctionne pas souvent quand c'est un cadre qui n'est pas celui de sa maison. C'est encore difficile pour elle. Il y a plusieurs choses à mettre en place. Alors, c'est pour ça que des fois, comme je dis, il faut vraiment faire attention. On ne sait jamais. Moi, on m'aurait dit, justement, c'est sûr que tu vas faire l'éducation à domicile à tes enfants. J'aurais dit, ben non. Là, moi, dans ma tête, au début, il allait à l'école parce que moi, j'aurais enseigné, je les ai ramenés le matin avec moi à l'école, puis on aurait fait ce chemin-là, le chemin que je continuais d'habitude, là, ce sur lequel je travaillais. Puis, le même chemin unique là, que la plupart des gens entreprennent là. Mais finalement, c'est ça qui m'a amené à dire, ouais, chaque enfant est unique. Il y a différents chemins pédagogiques et on ne sait jamais quand est-ce que la vie va nous amener à prendre un autre chemin. Et je terminerai sur ça ici, que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, qui est une citation de Nelson Mandela. Euh, Parce que oui, c'est important de continuer d'éduquer les gens qui pensent que bon, l'IEF doit être absolument son régime d'autorisation de dérogation. Donc, n'hésitez pas à écrire aux associations,
aux dirigeants, à tout le monde, de faire des témoignages de comment c'est pour vous l'IF à la maison. Comment, qu'est-ce que ça apporte à votre enfant? Donc, éduquer les gens qui ne connaissent pas c'est quoi l'IEF par rapport à votre mode de vie, par rapport aux bienfaits que ça l'amène dans votre famille, à vos enfants. Écrivez-les, faites passer le message, puis oui, soutenez les autres, unissez-vous tout le monde et tout le monde, même en dehors de la France, doit s'unir aussi par rapport à ça, parce que c'est bien important de comprendre qu'il y a des enfants là-dedans, oui, qui vont souffrir de ça. Et moi-même, là, je suis la première à penser à mes enfants que, comme je dis, ils n'ont pas de gros problèmes qui pourraient dire: «Ah oui, hey, c'est un gros handicap, il ne faut plus qu'ils fassent l'école à la maison» et cetera. Mais ils ont quand même plein de micro-problèmes qui font en sorte que, non, ben, peut-être là, actuellement, là, oui, il pourrait mieux fonctionner parce que justement, j'ai mis une base solide. C'est ça, moi, que l'école à la maison a permis de faire beaucoup, en tout cas à mon aîné, comme je dis, qui était Babi, ensuite Abi, qui finalement, avec une base solide, où est-ce qu'on construit la confiance de l'enfant, où est-ce qu'on le sécurise, ça fait un enfant aujourd'hui qui est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise de prendre des petits risques, là. Il n'ira pas non plus prendre des gros risques nécessairement, mais je dirais que oui, il a changé beaucoup. Je l'ai vu se transformer beaucoup. C'est plus le même enfant au point de départ que j'avais là, lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Alors, c'est pour ça que c'est important de continuer d'éduquer les gens pour essayer de faire changer les perceptions. Et comme je dis, la loi n'est pas encore promulguée, donc plus vous allez passer votre message, plus vous avez la chance d'aller toucher quelqu'un qui va peut-être prendre la prochaine présidence de la France, va peut-être être au Sénat, au Conseil, peut-être des avocats. Il y a plusieurs personnes quand même dans ce dossier-là qui sont touchées et il y a plusieurs libertés déjà qui ont été touchées qui vont amener aussi beaucoup de débats juridiques. Alors, c'est pas non plus de laisser tout tomber puis de dire: «Ben, c'est fini pour moi, je suis sous le régime d'autorisation». Il y a plusieurs choses, comme j'ai dit, des nuances qu'on va pouvoir aller voir, aller chercher, aller débattre. Et encore une fois, la loi n'est pas promulguée, donc il ne faut pas non plus dire qu'on est tout de suite sur le régime d'autorisation et qu'on va automatiquement l'être. Attention, il est là le piège aussi et que beaucoup de personnes disent que c'est quasiment automatique. C'est faux, ce n'est pas quasiment automatique. C'est sûr qu'il y a quand même une perte d'espoir avec toutes les étapes déjà qui ont été passées, mais comme je dis, on va essayer de garder espoir, hein. Alors, unissons-nous, restons près de nos associations, c'est très important. Et bien sûr, il faut essayer de croire quand même qu'on va pouvoir aller toucher quelqu'un par rapport à notre situation et l'expliquer que des fois, c'est ça, l'école à la maison, c'est pas juste par rapport à des enfants qui ont des grosses difficultés, mais ça peut quand même aider beaucoup, les enfants dans leur développement et c'est ce qu'on souhaite, qu'un enfant se développe avec son plein potentiel. Donc, ça clôt le sujet aujourd'hui pour le régime d'autorisation par rapport à l'IEF en France. La plupart des mises à jour, comme j'ai dit aujourd'hui, sont les meilleures informations que je possède actuellement. Comme j'ai mentionné et même ma partenaire me disait, tant que ce n'est pas appliqué, on ne sait pas sur quoi on s'en va. Alors, c'est sûr qu'on va voir avec les mois qui vont suivre qu'est-ce qui va en être. On va voir aussi avec les élections en mai qu'est-ce qui va en être. Il faut garder espoir là-dessus. Et il faut garder patience et il faut être respectueux envers nos commentaires pour tous ceux qui essaient de vous donner de l'information, de répondre à vos questions au meilleur de leurs connaissances dans l'heure actuelle. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine, le 26 août, pour parler de la formation Ma maison, mon école, ma liberté. Et bien sûr, je ne l'ai pas encore mentionné, c'est quasiment une primeur d'ailleurs, que ma partenaire Isabelle Boivin va justement être dans la formation parce que si on va sur le site de ma formation Ma maison, mon école, ma liberté, il y a des bonus d'annoncer. Donc, j'ai des amis, des collègues enseignants pour le secondaire qui viennent parler du secondaire, surtout bien sûr par rapport au Québec, mais il y a des éléments, on s'entend, qui se ressemblent dans le français, les mathématiques. Ensuite, j'ai aussi Thierry Pardo qui vient parler justement de sa vision du homeschooling et on a parlé justement un peu du contexte de la France. Ensuite, j'ai aussi un autre bonus, une coach PNL qui vient parler comment c'est la relation avec son enfant, avec son adolescent. Et bien sûr,
je vais avoir d'autres bonifications qui vont être ajoutées du programme, mais qui sont même déjà en train de s'ajouter, dont justement Isabelle Boivin, qui va parler de son parcours, elle, d'IEF en France, parce que quand elle a fait l'IEF, ce n'était pas nécessairement facile. Je dirais qu'elle en connaît beaucoup sur les difficultés qu'on peut avoir parfois avec l'IEF et sur, je dirais, l'aspect juridique, sans trop en dire nécessairement, parce que bien sûr, on est prudent lorsque c'est tout public. Mais une chose est certaine, c'est quand même une entrevue très intéressante si c'est un sujet, l'IEF, qui te concerne. Alors, je te retrouve la semaine prochaine pour en parler beaucoup plus en détail de cette formation-là. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne fin de soirée pour ceux qui sont en France. À la prochaine!